Ils ont remis en question son droit d'être là, pas d'étiquette, pas de grade, aucun respect, juste une femme discrète en coupe-vent. Un cadet a jeté un coup d'œil, a décidé qu'elle n'avait pas sa place et a commencé à exiger des justificatifs dont elle n'avait pas besoin pour prouver son autorité. Elle n'a pas bronché jusqu'à ce que quelqu'un remarque une étiquette décolorée dépassant de son sac, sur laquelle défilait un seul mot, Valkyrie. Lorsque le général est arrivé et a lu son indicatif à voix haute, un silence de mort s'est installé dans la salle. Vous voulez savoir qui elle était vraiment et pourquoi tout a changé à la seconde où son indicatif a été prononcé? Abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. C'est parti. À l'Académie militaire Griffin, le vent printanier soufflait violemment dans la lumière de l'après-midi, mordant même les cadets en uniforme repassés qui couraient entre les bâtiments pendant la semaine des aspirants officiers. L'académie évoluait avec une précision militaire, les bottes sur le béton, les instructeurs rythmant l'entraînement, le chaos maîtrisé d'une jeune ambition sous pression. Elle franchit le portail principal comme si elle y était déjà venue au coupe-vent noir sur un pantalon cargo délavé, bottes tactiques qui avaient vu passer plus d'un propriétaire, casquette enfoncée assez bas pour lui cacher les yeux. Le sac en bandoulière suivait sa foulée avec aisance, même si sa façon de le porter suggérait le contraire. Pas d'insigne, pas de ruban nominatif, pas de fanfare, juste de la présence. Quelques cadets assis sur les bancs du périmètre la remarquèrent. Un entrepreneur civil devina quelqu'un. Un autre ajouta avec un sourire narquois, peut-être la mère d'un administrateur. Car personne ne se présente au commandement central sans y être invité. Elle continua d'avancer de ce même pas régulier et contrôlé qui suggérait qu'elle savait exactement où elle allait. L'ailée de l'académie se dressait derrière des vitres de sécurité et des scanners biométriques, réservés au personnel et aux enseignants-chefs. À l'intérieur, la salle de conférence 4C était préparée pour la rotation de mentorat du matin, qui associait des cadets à des vétérans décorés afin d'apporter une dimension humaine à la théorie du combat. Elle était l'une de ces vétérans. L'invitation du major Ridley avait été brève, venez si vous le pouvez. Nous avons besoin de quelqu'un de sincère dans la salle, quelqu'un qui a versé son sang et qui n'en a rien dit. Ces jeunes ont besoin de voir le calme qui a mérité son retour. Elle avait fait ses valises le soir même. Au poste de sécurité, le cadet Mendez, impeccable dans son pantalon kaki impeccable et son béret impeccable, se tourna vers elle avec un sourire expert. Son ruban d'identification était parfaitement aligné, et il se tenait avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais fait d'erreur de protocole. Madame, cette aile est interdite. Le parking visiteur se trouve à l'entrée ouest. Elle soutint son regard calmement. Je suis attendue pour la séance de mentorat. Dana R. Carvey. Le sourire de Mendez s'estompa. Même si on vous attend, on a besoin d'un diplôme militaire pour accéder à l'escadre, surtout pendant la semaine des candidats. Derrière lui, un autre cadet murmura, peut-être qu'elle fait partie du personnel de cuisine. Dana fouilla dans son coupe-vent et en sortit une autorisation triplée du major Ridley, signée et datée. Mendez la prit avec une politesse exagérée. Le papier ne prévaut pas sur le protocole de sécurité. Les autres échangèrent des regards sceptiques des jeunes hommes certains d'avoir compris les règles. Dana recula, attendant. Sans chichi, sans explication, juste le silence. Mendez déplia l'autorisation, la parcourant avec un doute évident. Ceci dit simplement que vous avez été invité à parler. Pas d'autorisation de la base, pas de pièce d'identité visible. Il la lui rendit. Vous devrez patienter dans le hall pendant que je vérifie auprès du commandement. Derrière eux, le technicien administratif Ortiz s'avança. Elle est sur la feuille d'accès. Habilitation approuvée, niveau instructeur. Mendez cligna des yeux. Elle n'a même pas ses qualifications affichées. Elle a un antécédent de service, escorte facultative. Ortiz fit un signe de tête à Dana. Vous êtes habilitée, madame. Mais Dana ne s'approcha pas de la porte. Mendez expira, luttant pour maintenir son autorité. Écoute, tu as peut-être ton autorisation sur le papier, mais te promener en civil pendant les rotations actives envoie un mauvais message, surtout si tu es quoi, un administrateur à la retraite? Un cadet plus jeune rit. On dirait une tente perdue. Dana tourna son regard vers le terrain d'entraînement, où les recrues s'alignaient pour les entraînements. Leur voix résonnait faiblement à travers la vitre. Elle se dirigea vers un banc en bois et s'assit, posant son sac à ses pieds. Un silence irradiait d'elle comme une chaleur. Tandis qu'elle déplaçait la sangle, une carte plastifiée glissa de la pochette latérale de son sac corné et maintenue par un vieux ruban adhésif.
La majeure partie était effacée, mais une ligne restait nette au feutre noir, l'indicatif Valkyrie. Mendez fut le premier à le remarquer. D'un ton moqueur, il dit, « Un indicatif ? On ne peut pas se donner un nom de code et s'attendre à ce qu'on nous traite comme des agents des forces spéciales. » D'autres hochèrent la tête, amusés et incrédules. Dana rangea calmement la carte dans son sac sans réplique, sans indignation, juste de la présence. De l'autre côté du couloir, le cadet Jacob Landry était assis, penché sur une tablette, stylet à la main, et révisait ses notes pour son prochain cours. Il ne faisait pas partie du service de sécurité, il était juste un cadet de 3e année du ROC attendant sa rotation. Plus mince, plus calme, le genre de cadet qui écoutait plus qu'il ne parlait, il était souvent sous-estimé. Il leva les yeux tandis que l'agitation au poste de sécurité se propageait en vagues de rires discrets et de regards en coin. Son regard se porta sur la femme assise sur le banc, puis sur le coin de la carte plastifiée dont Mendez s'était moqué. Le nom le frappa comme de l'eau glacée dans ses veines, Valkyrie. Le stylet de Landry se figea. Il cligna des yeux, convaincu d'avoir mal lu, mais les lettres étaient claires, même de l'autre côté du couloir. Cet indicatif n'avait pas refait surface sur les canaux publics depuis plus de 10 ans. Il n'existait que dans des histoires murmurées, des comptes rendus d'opérations lourdement expurgés et quelques documents fuités qui disparaissaient presque aussi vite qu'ils étaient apparus. Il se souvenait avoir lu un article sur Valkyrie dans un communiqué de presse publié en vertu de la loi sur la liberté d'information, Freedom of Information Act, concernant l'opération Firehook, une extraction ratée en Somalie qui avait mal tourné lorsque plusieurs équipements avaient été pris pour cible. Le rapport officiel avait été expurgé, mais une transmission avait survécu au marquage au feutre noir, ici Valkyrie. Le colis est sécurisé. Début du blackout. Le pouls de Landry s'accéléra. Il se leva lentement, laissant sa tablette derrière lui, et traversa le couloir d'un pas décidé, la gorge sèche. En s'approchant du banc, il dit doucement, « Madame. » Dana leva les yeux, l'air indéchiffrable, mais pas hostile, habitué à voir de jeunes soldats poser des questions qu'ils n'étaient pas sûrs de devoir poser. « J'ai vu votre identification, » murmura-t-il, l'indicatif. Elle ne répondit pas immédiatement, se contentant de le regarder avec une attention qui lui donnait l'impression de lire entre les lignes de ce qu'il n'avait pas dit. « Étais-tu vraiment Valkyrie ?» Sa voix baissa. Toujours pas de réponse, mais quelque chose changea dans son regard, pas vraiment de la surprise, plutôt comme la reconnaissance d'un moment qu'elle attendait. La voix de Landry se fit plus douce. « Je ne voulais pas vous déranger. C'est juste que, si c'est vraiment vous, j'ai lu ce qui s'est passé dans la province de Bulle où les insertions sans couverture aérienne, la prise du couloir quand tout a basculé. Je pensais que ce n'était que des histoires, des légendes classées, exagérées au fil du temps. » Dana étudia son visage, puis si doucement que lui seul pouvait l'entendre, elle dit, « Quelles histoires ?» Il déglutit difficilement. « Ceux qui disent que tu as effectué 27 missions d'extraction sans perdre un seul colis, que tu as tenu 3 compagnies hostiles à distance pendant 40 minutes pendant que des hélicoptères d'évacuation médicale retiraient les blessés d'une zone d'atterrissage compromise, que lorsque les autorités ont voulu te décerner une médaille d'honneur, tu leur as dit de la remettre à quelqu'un qui en avait besoin. » La mâchoire de Dana se serra presque imperceptiblement. L'espace d'un instant, une lueur vive et douloureuse traversa son visage, des souvenirs remontant à la surface comme des débris après une explosion. Puis elle hocha la tête, lentement, presque imperceptiblement pour quiconque ne la regardait pas. Pour Landry, cela suffisait. Il recula de 2 pas, comme s'il avait touché un objet sacré, puis se retourna et se dirigea vers le bureau des communications au bout du couloir, l'esprit ruminant un appel téléphonique qu'il ne devrait probablement pas passer, mais qu'il devait absolument passer. Au poste de sécurité, Mendez leva les yeux au ciel. Regardez comme Thompson est nerveux là-bas. On aurait dit que le pape était entré, vu l'excitation que certains ressentent devant de vieux papiers. Quelqu'un d'autre se pencha par-dessus le comptoir en ricanant. Peut-être était-elle de l'armée de l'air, vous savez comme ces employés de bureau adorent leurs indicatifs. Probablement le nom qu'elle s'était donné sur le tapis roulant du gymnase de la base. Dana ajusta sa manche et fouilla dans la poche de sa veste pour récupérer ses clés de voiture. Le mouvement tira le tissu de son coupe-vent suffisamment haut sur son poignet pour révéler quelque chose sous la manchette, une fine cicatrice argentée qui s'étendait de l'intérieur de son avant-bras jusqu'au-dessus de l'os, et à côté, effacé mais reconnaissable entre mille, un tatouage. Ni décoratif ni élaboré, juste une simple encre noire formant 2 formes que la plupart des gens ne reconnaîtraient pas, 2 poignards croisés sous un corbeau en vol. Les rires s'arrêtèrent. Un caporal, debout près de l'entrée,
plissa les yeux, sa posture changea d'une manière qui échappa à la pensée consciente, la mémoire musculaire, le genre de reconnaissance qui atteint directement la moelle épinière. Il ne dit rien, mais son regard se fixa sur cette encre comme si elle contenait un mot de passe oublié. La salle se tut pour la première fois de la matinée. Même Mandé hésita, son rejet désinvolte lui serrant la gorge. Le symbole était rare, la plupart des gens ne l'avaient jamais vu, mais quiconque avait fréquenté les briefings des opérations spéciales ou parcouru les dossiers des services de renseignement du début des années 2000 en connaissait le poids. Le Raven & Blades était la marque officieuse d'une unité opérationnelle qui n'existait pas sur papier. La rumeur disait qu'ils avaient volé sans signature IFFF lors d'opérations conjointes des fantômes dans les airs qui extrayaient des équipes d'endroits que personne n'avouait être. « Où as-tu trouvé cette encre ?» demanda finalement l'un des cadets, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Dana ne dit rien, elle se contenta de relever sa manche et de croiser les mains sur ses genoux. Elle n'avait pas besoin de répondre, le silence disait tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. Quelqu'un dans la pièce reconnut le tatouage, se souvint des histoires, et soudain, la femme au coupe-vent ordinaire ne fut plus seulement une présence déroutante dans le couloir. Elle était une question qu'il n'avait pas été formé à poser. La porte au fond du couloir s'ouvrit avec le léger cliquetis de gonds bien huilés au pas d'annonce, pas d'entrée théâtrale, juste le doux bruit des bottes réglementaires sur le carrelage poli et la subtile variation de pression atmosphérique lorsqu'une personne importante entre dans une pièce. Le général Marcus Harland entra comme la gravité elle-même, changeant l'atmosphère sans un mot. Son uniforme était élégant mais discret, ruban et insigne disposés avec une précision discrète. Un écusson de combat sur sa manche droite arborait la silhouette d'un faucon serrant des éclairs, un vieil emblème des forces spéciales que la plupart des cadets ne reconnaîtraient pas. Ses cheveux gris étaient coupés courts, ses yeux portant le poids des décisions prises sous le feu et avec lesquelles il vivait par la suite. Les cadets se raidirent, ceux qui étaient assis se levèrent sans réfléchir. Les conversations s'interrompirent au milieu d'une phrase, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Harland ne parla pas immédiatement, il remonta lentement le couloir, son regard balayant la pièce avec l'attention méthodique de quelqu'un qui ne manque de rien. Son regard passa sur Mandé, le personnel administratif déconcerté, puis sur les cadets soudain attentifs, qui cherchaient à se rappeler s'ils avaient fait quelque chose qui méritait son attention. Il était à mi-chemin du couloir lorsqu'il l'aperçut. Dana n'avait pas bougé de son siège sur le banc en main jointe, regard neutre, mais quelque chose dans son immobilité avait changé. Ce n'était pas la patience de quelqu'un qui attend une permission, c'était la vigilance de quelqu'un qui saisit un moment important. Harland s'arrêta, ses battements de cœur se turent tandis qu'il la regardait simplement, sans confusion, sans curiosité, mais une reconnaissance qui dépassait le souvenir. Puis, assez fort pour que tout le monde l'entende, il prononça un mot, Valkyrie. L'effet fut instantané et électrique. Tous les cadets se retournèrent. La moitié du personnel se figea. Mandé ouvrit légèrement la bouche, sans émettre aucun son. Dana se leva du banc pas rapidement, ni théâtralement, mais avec la même économie de mouvement qu'elle avait démontrée toute la matinée. Elle se tenait là, comme quelqu'un habitué à être reconnu par les personnes importantes, même lorsque tous les autres présents avaient manqué le but. Elle hocha la tête une fois. Le général Harland porta la main à son front et salua, non pas le geste sec et précis inculqué aux stagiaires de base, mais le geste solennel réservé au moment où le protocole n'avait pas d'importance. Dana lui rendit son salut bref, maîtrisé, parfait. Mandé recula comme si le sol avait glissé sous ses pieds, son regard oscillant entre Harland et Dana, essayant de reconstituer une nouvelle réalité en temps réel. Finalement, Harland parla d'une voix qui avait plus de poids que de rang, « Vous avez volé dans le corridor Zulu, n'est-ce pas ?» Dana répondit sans broncher, d'une voix ferme comme le roc, « 6 insertions. Pas de couverture aérienne. Mauvaise communication. » Le général laissa échapper un long soupir qui résonnait comme des années de réflexion. « Mon Dieu! Je croyais que vous étiez mort après cette opération. » Le rapport d'après-action mentionnait simplement « extraction réussie par un actif inconnu. » Ce n'était pas mon travail de combler les lacunes, a-t-elle simplement déclaré. Landry réapparut au bout du couloir, essoufflé par son sprint vers le bureau des communications. Il jeta un coup d'œil au tableau Harland au garde à vous, la dignité tranquille de Dana, les cadets sous le choc et ralentit prudemment. Ses yeux s'écarquillèrent, saisis par cette compréhension qui naît lorsque les légendes surgissent des histoires pour s'illuminer. Harland se tourna lentement vers le reste du couloir, scrutant les jeunes visages et constatant que peu d'entre eux comprenaient ce qu'il venait d'observer. Lorsque son regard se posa sur Mandé, il portait le poids d'un jugement sans malice.
Qui a remis en question ses qualifications, demanda-t-il d'un ton parfaitement posé. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Personne, répéta-t-il. Toutes les têtes se tournèrent vers Mandé comme attirées par un aimant. Mandé se tenait raide, les épaules crispées, le visage pâle comme neige. Il parvint enfin à dire, d'une voix à peine murmurée, « Elle n'avait pas ses papiers d'identité visibles, monsieur. » Harland l'interrompit avec une précision chirurgicale. « Vous avez supposé qu'une femme discrète, avec des bottes usées et sans badge, n'avait pas sa place ici, qu'elle n'avait pas mérité sa place, que la paperasse comptait plus que la présence. » Il marqua une pause, le couloir suspendu comme une eau profonde. Elle a effectué des missions dont personne dans cette pièce n'a le droit de prendre connaissance. Sa voix s'adoucit, pleine de respect, comme s'il parlait des morts. Son indicatif est gravé sur le mur commémoratif de la base d'Osprey. Il y a une salle d'attente à Bram où sa photo est conservée sous l'horloge de la mission, car si Valkyrie était au-dessus de nos têtes, nous rentrions à la maison. Même Ortiz, le sous-officier administratif derrière le bureau, semblait bouleversé. Les rumeurs sur Valkyrie circulaient depuis des années, mais les histoires semblent toujours mythiques jusqu'à ce qu'on croise le mythe qui franchit sa porte. Harland se tourna vers Dana, son expression s'adoucissant en une lueur d'espoir. Envisageriez-vous toujours de diriger la séance de mentorat aujourd'hui, a-t-il demandé, plus doucement maintenant, plus personnel. Dana n'hésita pas, je le ferai. Bien, dit-il. Ces cadets ont besoin d'entendre le témoignage de quelqu'un qui a survécu à de durs combats et qui a choisi de ne pas en parler. Il regarda Mandé par-dessus son épaule. Cadet Mandé. Mandé se mit au garde-à-vous avec une précision instinctive. Monsieur, je vous suggère d'écouter attentivement. Elle ne s'est pas dirigée vers l'estrade ni placée au premier rang comme un conférencier. Elle a plutôt choisi un siège au milieu et s'y est installée comme si elle y avait sa place. Mandé avait déjà pris place 2 rangs plus loin, le dos raide comme une barre d'armature, le regard rivé sur elle puis détourné, comme quelqu'un qui s'efforçait de ne pas fixer le soleil. Dans la salle, les cadets entrèrent un à un, certains avec la raideur de l'inconfort, d'autres avec la curiosité prudente de ceux qui réalisent qu'ils viennent d'assister à quelque chose qu'ils ne comprennent pas pleinement mais qu'ils savent important. Dana laissa le silence s'éterniser un instant après que la dernière chaise se fut installée et que le bruit des pas s'arrêta. Puis elle se leva. On m'a dit que cette séance était censée porter sur le leadership sous le feu, dit-elle doucement, sa voix portant aisément dans l'espace restreint. Mais le feu ne se résume pas toujours au bal. Parfois, c'est le doute. Parfois, c'est le silence. Parfois, c'est une salle pleine de gens qui ont déjà décidé que vous n'aviez pas votre place. Elle jeta un regard circulaire, sans accusation ni défensive, juste posé, comme quelqu'un qui expose des faits incontestables. Je ne suis pas là pour vous raconter des histoires de guerre. Ce n'est pas pour ça que je suis venu. Mais je vais vous dire une chose. Fouillant dans son sac, elle en sortit un morceau de tissu plié à un vieux patch d'épaule, usé et décoloré par le soleil, le genre de souvenir qui survit parce que quelqu'un ne supporte pas de le jeter. L'insigne était inconnu de la plupart, un corbeau stylisé sur des lames croisées, simple et austère sur fond noir délavé. La plupart de ce que j'ai fait ne peut pas être enseigné dans cette pièce, dit-elle en posant le patch sur la table. Et la plupart des gens avec qui je l'ai fait ne sont plus là pour en parler. Elle se pencha légèrement en avant, la voix basse mais plus forte. On ne gagne pas sa place en criant. On ne la gagne pas en citant le règlement ou en interpellant les gens avant de savoir qui ils sont. On la gagne en tenant bon quand tout le reste s'écroule. On la gagne en écoutant plus attentivement qu'on ne parle. On la gagne en étant le dernier debout quand tout s'arrête. Une main se leva au premier rang, Landry, son carnet ouvert mais son stylo immobile. Madame, dit-il prudemment, quand vous avez piloté les missions du corridor Zulu? Elle l'interrompit d'un léger hochement de tête. Je ne suis pas ici pour parler de cette mission. Je suis là pour celle-ci. La salle sombra dans un silence différent, né de la compréhension plutôt que de l'obéissance. Demandez-moi ce que ça fait de perdre la moitié de son équipage en plein vol et de terminer l'extraction, dit-elle. Demandez-moi ce que ça fait d'être suspendu de vol pendant 6 mois parce qu'on a vu trop de choses trop vite et que les supérieurs n'ont pas su gérer la paperasse. Demandez-moi combien de temps il faut pour que vos mains cessent de trembler quand vous servez du café le matin après avoir ramené des corps à la maison. Personne ne bougea. Les néons bourdonnaient au-dessus de nos têtes comme des moteurs au loin. Tu veux diriger? Alors apprends à porter le poids sans avoir besoin de quelqu'un pour te regarder faire. Après cela, elle a répondu à de vraies questions.
Le cadet Reyes lui a demandé à quel genre de leader elle faisait le plus confiance quand tout allait de travers. Celui qui garde son calme quand tout le monde crie. Celui qui prend des décisions sans avoir besoin de les expliquer 2 fois. Le cadet Brookstone a demandé « Comment rétablir la confiance après un échec ?» Dana a répondu « Commencez par le silence. Laissez les gens observer votre prochain geste au lieu d'écouter vos excuses, puis faites en sorte que ce geste ait un sens. » Même Mandé leva timidement la main, comme quelqu'un qui touche quelque chose de chaud. Il lui demanda ce qu'elle faisait quand on la prenait pour une étrangère. Dana le regarda un long moment, son expression ni cruelle ni gentille, juste honnête. « Ce ne sont pas eux qui décident si j'appartiens à ce groupe, dit-elle finalement, et toi non plus. » Au bout d'1 heure, la séance prit fin. Les cadets partirent lentement, non pas dans l'habituel désordre, mais dans le mouvement silencieux de personnes chargées de nouvelles idées qu'elles n'étaient pas prêtes à partager. Tandis que Dana rassemblait son dossier et repliait le vieux patch dans son sac, le général Harlan s'avança et lui tendit un bout de papier. « Autorisation de base permanente, dit-il. Je l'ai signé moi-même. » Plus de questions à l'entrée. Dana le plia 1 fois, le glissa dans sa poche sans le regarder et hocha la tête. Mandé rôdait à proximité, l'air gêné, hésitant entre s'excuser et disparaître. Elle lui jeta un regard. « Tu n'avais pas tort de demander une pièce d'identité, dit-elle d'un ton neutre. » Il leva brusquement les yeux, la surprise se lisant sur son visage. « Tu as eu tort de croire que tu connaissais déjà la réponse. » Sur ce, elle prit son sac de sport et se dirigea vers la porte au pas de salut, pas de fanfare, pas de sortie théâtrale, juste l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait dit ce qui devait être dit et qui avait d'autres choses à faire. À la fin de la séance, le soleil avait changé de direction, projetant de longues ombres sur la cour de l'académie et réchauffant suffisamment le béton pour faire miroiter l'air. La chaleur de l'après-midi grimpait, mais elle ne parvenait pas à dissiper la tension qui planait encore dans l'air comme la fumée d'un incendie lointain. Des groupes de cadets se tenaient en groupe silencieux près des allées, leurs bavardages habituels étouffés par le poids de ce qu'ils venaient d'observer. Leurs pas étaient moins précipités, plus mesurés, comme si quelque chose dans leur compréhension du monde avait changé. Mandé était assis seul sur un banc sous le mât du drapeau, sa casquette à la main, les yeux fixés sur le béton usé entre ses bottes. Personne ne se moquait de lui. Personne ne le taquinait sur le fait qu'il avait été éduqué par un général. L'humiliation qu'il ressentait n'était pas la vive douleur d'être corrigé par son grade, mais la douleur plus profonde de se confronter à ses propres préjugés et de les trouver plus faibles qu'il ne l'avait cru. Le cadet Landry s'attardait près de l'allée principale, tenant toujours son bloc-notes plié, rempli de questions qu'il n'avait pas osé poser. À travers les portes vitrées du bâtiment administratif, il regardait Dana Carvey émerger dans la lumière de l'après-midi, sac en bandoulière, coupe-vent ouvert. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui n'avait plus rien à prouver et qui n'avait plus besoin de s'expliquer. Landry la rattrapa près du portail, parcourant les derniers pas au pas de course. « Madame » dit-il d'une voix presque trop basse pour être entendue par-dessus le rythme lointain des instructeurs. Elle s'arrêta et se retourna, le visage calme, mais le regard plus doux en voyant que c'était lui. « Pourquoi êtes-vous revenu » demanda-t-il, la question lui échappant avant même qu'il ne l'ait formulée. « Après tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez traversé, il ne connaissait même pas votre nom quand vous êtes entré ici. » Elle regarda par-dessus lui vers le drapeau qui flottait sur la place centrale. Le tissu, pris au vent, claqua avec un air de défi. « Je ne suis pas venu pour mon nom, dit-elle. Je suis venu pour le leur. » Landry hocha lentement la tête, comprenant d'une manière qui dépassait la logique et abordait directement quelque chose de plus profond, à la fois noble et douloureux. Dana fouilla dans la poche de sa veste et en sortit un petit morceau de tissu, effiloché sur les bords après des années de couture et de retrait. Elle le lui tendit. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en le dépliant avec le soin de quelqu'un qui manipule un objet irremplaçable. Sa voix était basse, presque perdue dans le vent. « Mon ancien insigne d'unité. On ne le portait pas sur nos uniformes, on le gardait juste dans nos sacs d'équipement au cas où quelqu'un aurait besoin de savoir qui les avait sortis de l'enfer dans lequel ils s'étaient retrouvés. » Landry la tenait comme si elle allait s'effondrer. « Garde-la, dit-elle. Pour quand ils douteront de toi aussi. » Il ouvrit la bouche pour parler ou peut-être pour la remercier, peut-être pour offrir quelque chose en retour mais elle se retournait déjà, se dirigeant vers le parking du même pas assuré. Elle ne se retourna pas. Elle ne fit pas signe de la main. Elle n'en avait pas besoin. Une brise soufflait dans les arbres bordant le mur extérieur de l'académie, les feuilles bruissant au son du changement. Le mât du drapeau craquait rythmiquement au gré du vent.
L'après-midi se poursuivait autour d'eux, les cadets se dirigeaient vers la formation du soir, les instructeurs terminaient leurs papiers, le cycle interminable de l'éducation militaire avançait sans cesse. Mais quelque chose avait changé. Un non-dit s'était insinué dans les conversations qui auraient lieu dans les dortoirs ce soir-là, dans les questions qui persisteraient dans les esprits des jeunes, dans la façon dont certaines hypothèses seraient désormais examinées plus attentivement. Pas une histoire, pas une légende ou une norme, un rappel que le respect n'est pas une question de volume ou de visibilité, mais de substance, que l'autorité n'est pas toujours proclamée, que les personnes les plus dangereuses, dans une pièce, sont souvent celles qui n'ont pas besoin de vous expliquer pourquoi. Et pour chaque cadet qu'il avait vu traverser ce couloir, qui avait entendu le général prononcer son indicatif d'appel à haute voix et observer le silence suivre son sillage, cela ne serait jamais oublié.